personnes qui m'inspirent. Ensuite, moi, et c'est pas du tout que je le connais personnellement, mais c'est Yoshua Benjo. C'est Oh, celui qui a implanté un peu, qui est à la tête de tout ce qui se passe et du fait que Montréal va devenir, on l'espère, un hub. salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très très content de vous avoir encore aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Discutons avec un expert en data science. Aujourd'hui, je vais accueillir un jeune que j'admire beaucoup, Thibaut Camara. Donc, un jeune homme très passionné par la communauté à Montréal, très passionné par son métier de data scientist. Donc, j'espère que vous allez apprécier la personne comme je l'aime. Une très belle personne, très belle âme. Donc, je vous laisse suivre la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et on se parle plus tard. Ciao, ciao, bye. Écoute, bonjour Thibaut, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui au podcast. Je suis très honoré de t'avoir et puis je me rends compte vraiment qu'on a des points communs. Une fois que j'ai fait un peu mes recherches sur toi, le Togo, je suis originaire du Togo, donc ta bibliothèque au Togo, Au je fond, vois. au fond, et quoi? Mfonyere. Je me suis posé la question pourquoi le Togo, mais tu vas me répondre peut-être dans ta bio. Il y a la France aussi, Paris. J'ai fait Paris. Je sais qu'après Sceaux, tu es parti à Paris, à Toulouse, après, avant de venir à Montréal. Donc, il y a Paris aussi qui est quelque part un point commun. Et puis, l'engagement aussi dans la communauté. Donc, très engagé, très engagé. Moi, pour moi, tu es une inspiration. Pour ceux qui ne te connaissent pas, allez chercher Thibaut Camara donc sur LinkedIn, sur Internet, sur Google. Vous allez le voir partout. Il est là partout. Donc, vraiment très honoré de t'avoir aujourd'hui. Et comment tu vas? Bonjour, et quoi? Ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup. Merci mille fois de l'invitation. Je te renvoie le compliment. Moi aussi, je trouve ça inspirant. C'est pour ça que j'ai accepté ton invitation. Je trouve que tu donnes la parole à des gens qui sont inspirants et ça participe aussi au rayonnement de nos communautés, que ce soit à Montréal, dans nos continents duquel on descend ou même dans le monde entier. Donc, moi, ça va bien. On est un dimanche matin aujourd'hui et je suis entièrement disponible pour répondre à tes questions et pour essayer d'éclairer un peu les gens sur ce que c'est la science de la donnée et comment ça peut se conjuguer avec les engagements et l'activisme, par exemple, pour des causes qui nous tiennent à cœur, comme la justice sociale. Wow. Ben écoute, très content donc de voir que tu as déjà dressé, tu as très bien dressé la table, la trame de notre discussion. J'adore ça. Est-ce que tu veux me parler un peu de toi? Comment ça fait qu'un jeune je pense, originaire de Sceaux, tu débarques plus tard à Paris et puis après tu bouges. Tu es un peu globe-trotter hein, dans l'arme un peu. Ouais, c'est ça. Ben, pour faire rapidement sur mon parcours, parce que c'est important, mais c'est pas le plus important. Mais c'est Mhm. important de savoir de là d'où je viens. Donc, moi, je suis originaire d'un papa guinéen et d'une maman française. Je suis né en France et Ok. je suis né dans le centre de la France, mais après très vite, j'ai migré vers la région parisienne. Euh, Moi, ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait beaucoup. Au fait, j'ai fait une licence d'économie, un magistère d'économie, d'économie à la Sorbonne. Et au Mhm. fait, c'était économie et finance. Et Mhm. donc, moi, je me suis arrêté plutôt au niveau de la licence. Donc, au Québec, on dit le baccalauréat, Ouais. parce que je trouvais que ça devenait très financier. Mhm. On parlait déjà des produits, des choses à suivre, etc., des différentes, justement, KPI à suivre lorsqu'on fait le métier de, que ça soit trader ou autre. Mhm. Et au fait, moi, je voulais plutôt une approche dans l'économie fondamentale pour comprendre justement les enjeux, etc. Et suite au conseil de mes professeurs, de ma classe préparatoire, je me suis orienté vers l'école d'économie de Toulouse,
Là, c'est une école d'économie, donc c'est pas de la business school, c'est une économie fondamentale. Donc, celle du professeur Jean Tirole qui a été prix Nobel d'économie. Et Mhm. donc là, c'est à ce moment-là où j'ai fait de l'économie, vraiment l'économie avec les équations, l'économie très mathématisée. Donc, Mhm. un peu moins de théorie politique, mais beaucoup plus de théorie mathématique. Et Mhm. donc ici, j'ai fait ce cursus-là, un cursus d'économiste statisticien, donc Mhm. ingénieur statisticien. Et à côté de ça, je faisais un double diplôme, donc j'ai refait un baccalauréat, donc une licence d'économie générale, sur laquelle j'ai eu un master écostat. Donc c'est là où j'ai découvert Mhm. les régressions linéaires, multilinéaires, etc., logique, probit et tout et tout. Mhm. Et après mon master 2, et c'est là où ça rejoint aussi mon engagement, c'était un master 2 en public policy and development. Ok. Donc là, on étudiait justement l'impact des politiques publiques en matière de développement dans les pays du monde. Donc tout ce qui est programme des Nations Unies, tout ce qui est programme de la Banque mondiale, tout ce qui est programme, on va dire, vous savez, du PNUD ou des différentes organisations multilatérales. Mhm. Et à travers ce cursus-là, je devais faire, comme d'habitude, vous le savez, des stages. Et au fait, mon stage de Master 2, j'ai eu la chance de le faire à Montréal. Ok. Je l'ai fait à Montréal dans un centre de recherche qui s'appelle Cyrano, centre de recherche surtout spécialisé sur l'industrie et les organisations. Mhm. Et je l'ai fait là en économie internationale avec le professeur Thierry Varin. Et c'est à partir de là que ma vie à Montréal a commencé, ma vie en Amérique du Nord a commencé. Et au fait, ça a commencé par un stage, puis après on m'a proposé d'être professionnel de recherche, puis après chef de projet, etc., etc. Et on a monté un projet, justement un peu un startup dans un centre de recherche qui était de concevoir une base de données mondiale qui se mettait à jour automatiquement pour aider surtout les décideurs et les entrepreneurs à monter des business ou à expatrier leur business à l'étranger. Ok. Donc, généralement, c'est par exemple un manufacturier exportateur du Québec qui fait partie d'un groupe d'entreprises et qui veut savoir, mais c'est quoi le business dans le monde? Et Mhm. donc, on avait construit un petit robot économique qui nous permettait de comprendre où est-ce que c'était la meilleure destination pour moi en fonction des questions que je me posais ou de mes raisons de m'exporter. Ok. Et je m'en souviens, là, il y avait trois raisons pour s'exporter. C'est les coûts, Mhm. c'est l'accès à un nouveau marché ou c'est une technologie innovante. Et Ok. au fait, en fonction de ces trois réponses-là, vous aviez le robot économique puis après, vous donniez votre secteur d'activité. Et puis après, le robot économique faisait une analyse, on va dire, pyramidale inversée duquel Mhm. il partait du macroéconomique en disant, bon, bah voilà, il y a ce pays-là, voici le GDP, voici le taux d'alphabétisation, le taux de routes pavées, etc., jusqu'à de l'analyse méta-entreprise. Donc là, on disait, bah, voici les acteurs dans votre secteur qui sont dans ces entreprises-là en matière d'innovation. Et puis Mhm. après, on était dans le micro. Donc, c'est quoi les lois là-bas? Comment s'importer? C'est quoi les coûts? Quels sont les coûts à l'entrée, les coûts à la sortie, etc., etc. Donc ça a aidé. Et donc, c'est de ça dont on a été les parents de ce bébé-là qui vit encore, qui s'appelle Mondo International. Et moi, de là, après, bah, au fait, je restais au Canada. Bon, vous savez que l'immigration, c'était des enjeux un peu compliqués. Donc, c'était des permis sur des permis, etc. Et puis, à chaque fois, à chaque étape, on est comme, bon, bah là, j'ai plus de permis, je vais rentrer, etc. Et là, finalement, c'est la banque. C'est une première banque qui m'a embauché. C'est la banque TD, la TD Bank, Toronto Dominion Bank, Yes. qui m'a embauché plus dans le secteur assurance. Et donc là, je me suis retrouvé à faire plutôt tout ce qui est marketing client, donc Mhm. targeting, customer segmentation, analyse de campagne justement de vente, de ciblage client, etc. pendant 2, 3 ans. Mhm. Et ensuite, ça a été la Banque nationale. Mhm. Et donc là, je suis repassé un peu en back-end, Mhm. donc aux côtés dans les TI, des technologies de l'information. Mhm. Et donc, c'était pas du tout mon expertise à la base, mais en fait, je suis un peu le lobbyiste data science au niveau des TI pour faire essayer d'avancer cette façon de voir les choses et de Mhm. rendre beaucoup plus d'intelligence aux données. Parce qu'en fait, en TI, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, qu'elles Mhm. soient issues de monitoring ou autres. Mhm. Et il faut passer de l'utilisation, enfin, de la captation de ces données-là Mhm. à leur utilisation pour améliorer l'expérience client ou même, on va dire, la disponibilité clairement de nos applications bancaires.
Wow. Donc, c'est à peu près ça mon parcours. Et donc, oui, je suis passé. Donc, ça, c'est pas, c'est un peu mon parcours, on va dire, le parcours LinkedIn. Mais ce Oui. que je dis pas dans LinkedIn, c'est que je suis aussi un militant ou un défenseur de droits. Et donc, très petit, et de là vient le Togo, Mhm. j'ai toujours eu à cœur la justice et Mais l'équité. depuis le lycée aussi, hein, C'est ça. tu étais en conseil d'administration au lycée, C'est c'est ce que ça, j'ai oui, vu. oui, Ouais. oui, depuis tout jeune. Ouais. Et donc, c'est ce besoin de se dire, OK, moi, j'ai hérité de privilèges. J'ai eu la chance de naître dans une famille aisée, dans un milieu où j'avais accès à un bon service public, des écoles de qualité, des lycées de qualité. Comment je peux redistribuer, comment je peux redonner ce que j'ai la chance d'avoir eu, mais que j'ai pas hérité. C'est Mhm. plutôt la chance, enfin, j'en ai hérité, mais je suis pas allé le chercher. On est à un endroit donné et donc après, ben, on a plus de chance ou moins de chance que d'autres. Donc comment moi, avec les plus de chance, je peux rééquilibrer ou faire en sorte qu'autour de moi, ben, je puisse transférer ce que j'ai eu la chance de recevoir sans le mériter. Et donc très vite, ça a été le Togo que j'ai découvert dans un premier voyage solidaire où on s'occupait d'un orphelinat. On essayait de faire tourner un orphelinat près d'Atapamé. C'est quel orphelinat, par hasard? Ah, je sais J'ai plus. oublié le C'était nom. l'orphelinat Ok, d'Atapamé. ok, ok, ok. C'est bon. Et c'était tenu par une sœur. Une sœur, Donc, ouais, ouais. 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 Et au fait, c'était orphelinat plus école. Et au fait, elle faisait construire une énorme école. C'était une énorme école qui se faisait construire à côté de l'orphelinat. Donc, nous, on a passé 3 semaines ici à essayer d'essayer de faire tourner d'aider à faire tourner l'orphelinat. Donc, on n'était pas les professeurs parce qu'on n'est pas formés pour, mais c'était plutôt de l'animation. C'est comme Mhm. un peu un camp de jour. Exact. Donc on a animé ça, puis j'ai découvert le Togo à ce moment-là. Puis en revenant, j'ai eu vraiment le sentiment de dire, ah, ok, mais ça pourrait vraiment faire la personne qui vient, qui fait sa bonne action, puis après qui dit dans sa vie, oh, j'ai fait ça dans ma vie, je suis quelqu'un de bien. J'avais vraiment l'impression que c'était un one-time requirement et que c'était done et que maintenant dans nos vies, je pourrais dire que j'avais à cœur la justice mondiale et l'équité intergénérationnelle, etc. Et j'ai parlé avec les partenaires qu'on avait rencontrés sur place pour essayer de monter un projet bilatéral. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit l'association Une Bibliothèque au Togo. Mhm. Non pas pour venir avec des besoins d'occidentaux, plaquer des livres et choses comme ça, mais vraiment avec les partenaires de la région. Donc, il y avait différents partenaires, que ce soit les directeurs d'école ou même les préfets. C'était la préfecture des plateaux, des hauts plateaux, Ouais. à qui on parlait. Et même le ministère de l'Éducation, pour essayer de dire, bah, écoutez, nous, on peut mettre à disposition des choses. Donc, chez nous, on a des livres Mhm. qu'on peut sélectionner. Et si ça rentre dans votre sélection, on peut les envoyer. Et donc, on a fait ça pendant 3 à 5 ans avec mon partenaire parfait, Odak aussi parfait, qui est là-bas, qui est originaire de là-bas. Et donc, c'est ça qu'on a créé. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé au Québec, au fait, là, il y a vraiment une différence de proximité avec l'Afrique en Amérique du Nord. Exact. Et c'est vraiment, que les diasporas africaines, je les trouve vraiment courageuses ici parce que c'est beaucoup plus compliqué d'appeler l'Afrique quand Exact. on est en Amérique du Nord que quand on est en Europe. Exact. Moi, le fait que je sois parti de France, etc., ça a un peu mis le projet sur la glace. Donc, finalement, avec l'argent qu'on avait, on a fait un don à une grande organisation française de projets de co-développement qui investissait en Afrique et au Mhm. Togo particulièrement, justement pour qu'il puisse y avoir un transfert de ça. Wow. Et donc, en arrivant à Montréal, j'ai pas perdu ma fibre militante. Donc, je me suis beaucoup impliqué. Et au fait, j'ai découvert au travers de mon expérience que c'était un parcours d'immigration. Parce Exact. qu'en ayant le privilège d'être né français, je l'avais pas découvert. Et je me suis rendu compte que oui, c'est difficile, mais qu'en tant que Français, on est déjà privilégié. Et Mhm. donc, encore une fois, moi, mes privilèges, comment je peux les remettre à disposition d'autres qui vivent les mêmes choses ou plus difficiles que moi. Et donc, Mhm. c'est pour ça que j'ai co-créé l'organisation Le Québec, c'est nous aussi, Ouais. qui se veut défenseur des droits et de la dignité des personnes immigrantes au Québec. Et donc, on existe depuis maintenant 1 an et on s'est beaucoup, beaucoup battu au niveau de la réforme du programme de l'expérience québécoise qui concerne des étudiants et des travailleurs internationaux. Wow. Et donc, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, on essaie de faire cette analyse-là, d'aider ceux qui demandent d'être aidés, ceux qui n'ont pas forcément la voix ou les accès aux médias pour les aider et pour défendre justement cette dignité d'être une personne immigrante et cette dignité d'être différent et Exact. d'être accepté comme tel. Wow. Ben,
Je sais pas. J'ai tellement de questions pour toi. Mais j'adore le volet militant. Pour te dire, moi, j'ai immigré 3 fois. Donc, j'ai immigré du Togo, je suis parti au Maroc. J'ai immigré du Maroc, je suis parti en France. Et après la France, je suis parti aux États, au Canada. Je suis venu au Canada aussi, toujours dans l'immigration. Donc, je sais c'est quoi le processus Ouais. d'immigration. Je sais comment. J'ai eu, je peux dire aussi un privilège quand même. J'ai eu ce privilège-là d'apprendre à travers les processus d'immigration, à travers les difficultés qui ont trait à l'immigration. Et puis, ça m'a permis aussi de forger ma personnalité parce que quand tu immigres quelque part, il n'y a pas juste le processus, je peux dire, les formalités, le processus administratif. Il n'y a pas juste ça. Oui, ça pèse beaucoup. Il y a aussi le processus d'intégration aussi qui est quelque chose de particulier quand c'est un environnement que tu ne maîtrises pas du tout et que tu ne connais pas du tout. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour vraiment t'intégrer à là où tu arrives et puis pour continuer à militer, que tu es arrivé, tu continues à militer en étant Mais c'est immigrant, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait. Mais et puis je pense que dans le genre, je pense que toi, tu aurais beaucoup à m'apprendre sur justement ces parcours d'immigration-là. Ouais, Mais je pense que justement, et moi, de par mon métissage, ouais, et toi, je pense, de par tes multiples passages, ouais. on est désormais des caméléons sociaux. Exact. Comme je Et sais. donc, on est d'une flexibilité sociale telle qu'on peut se mouler dans des environnements vraiment distincts. Et Exact. parce qu'au fait, on a eu l'habitude de voir deux environnements, et multiples environnements, multiples croix. Tu sais, dans le genre, le fait d'être noir ou racisé à l'école, moi, ça me donnait accès, que ce soit aux gars qui habitaient en bas des blocs, mais le fait d'avoir une partie de ma famille blanche, bah, c'était dans des espèces de milieux ultra bourgeois et tout. Donc, j'avais toujours cette espèce de deux poids-là. Et puis, toi, c'est la même chose à partir de tes parcours d'immigration. T'as qui tu es au fond, et puis à qui on t'a demandé d'être ou Exact. qui tu t'es moulé, etc., dans les différents pays. Donc, non, non, c'est des forces. C'est des forces, c'est ça. Je pense que pour des employeurs, c'est des choses peut-être qui peuvent effrayer au début, mais c'est une capacité d'adaptation qui est telle que finalement, c'est un avantage Une absolu richesse. Ouais, énorme pour ces une personnes-là. richesse. Une richesse. Une richesse. Je trouve, comme je disais à Thibaut en début en intro, je disais que je suis sûr que ce podcast va être super intéressant parce qu'on est très passionnés. Et, mais on va suivre notre âme et puis parce qu'on a plein de sujets là. Franchement, Thibaut et moi, on a juste commencé à discuter avant le podcast et on se trouvait vraiment passionnés. En parenthèse aussi, j'envoie des livres dans les orphelinats au Togo aussi au Bénin. Donc, juste franchement, je comprends ta logique, je comprends ton militantisme et on va en parler, t'inquiète. Dera Science, comment tu définirais Mm. le terme Dera Science dans tes mots? Ouais, c'est très bonne question. Je pense que c'est la question un peu centrale. Bon, pour faire court, je pense que c'est l'utilisation intelligente des données dans la décision, dans la prise de décision. Mhm. Euh, mais ce mot est pas mal galvaudé, Mhm, dans je le suis sens où on d'accord. l'utilise un peu, vous savez, c'est un peu, bah, c'est un peu les mots là quand vous allez bon, on fait plus trop de conférences internationales à cause de la Covid, mais quand vous allez en conférence internationale, depuis 5 ans, c'était le mot qui était sur toutes les bouches là. Data science, data science. Mais data science, c'est multiple. Être data scientist, il y a plusieurs façons de l'être. Et souvent, on pense qu'on fait juste des modèles en tant que data scientist. Parce que souvent, quand on étudie, quand on a les programmes de data science, on fait des modèles. Mhm, Mais la réalité d'affaires, elle est vraiment différente. mhm, C'est-à-dire que moi, dans la dernière année, en 2020, j'ai dû faire un modèle. En 2019, j'ai dû faire 2 modèles. Mais parce que vous avez une réalité d'affaires qui est différente d'un beau sample de données prêt et une demande qui est là. C'est mhm, que en tant que data scientist, parfois, et ça dépend peut-être des environnements, mais parfois, il faut aller comprendre le besoin ou créer le besoin, définir une solution, valider une solution, créer un développement
et on est là en développement et puis c'est jamais mis en production. Mhm. Donc, il y a toute une partie itérative très, très forte dans notre métier. Et c'est pas juste, je rentre et je prends un modèle XGBoost que j'applique. Non, les données, il faut les comprendre, il faut rencontrer peut-être pendant 3, 4 mois les personnes. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que moi j'ai appris en venant en TI, c'est que être un bon data scientist, il doit bien connaître ses données, mais il doit aussi bien connaître les processus qui donnent les données. Parce Mhm. que sinon, on peut faire vraiment n'importe quoi, voire des erreurs. Donc, euh, donc oui, c'est un mot un peu armoire dans lequel on met un peu tout. Et je pense que les réalités sont vraiment différentes en fonction de nos environnements de travail, des données dans lesquelles on travaille. Mais moi, je travaille dans les données bancaires, dans les données TI. Donc là, je pense qu'on vit à peu près tous la même réalité, que c'est beaucoup de pipeline data, donc matcher des data, créer des data lakes avant même de pouvoir commencer à runner un modèle dessus. Mhm. 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 Donc, c'est très, très bien défini. Et puis, je peux pas dire que c'est une question piège, mais j'essaie juste de poser cette question pour voir est-ce que euh, il y a une définition, mais je sais qu'il n'y a pas une seule définition de ce mot-là. C'est comme tu dis, c'est l'armoire où on met un peu tout, mais ça a plusieurs facettes, comme tu le dis. Pourquoi je te pose la question, c'est pas juste parce que tu es data scientist, mais aussi parce que tu as eu plusieurs parcours. Je sais que tu as Mhm. travaillé un peu dans le domaine pharmaceutique, tu as travaillé un peu dans le domaine financier, un peu dans le domaine d'assurance, dans la recherche aussi pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que je te demandais. Et puis, tu me réponds à peu près comme tous les autres invités m'ont répondu que, premièrement, il n'y a pas une vérité absolue par rapport à cette définition-là. Il y a plusieurs facettes et qu'il n'y a pas que la modélisation, en fait, pure et dure, comme on l'apprend à l'école, qui compte, mais il y a tout un processus qu'il faut, une itération qu'il faut suivre pour y arriver. Donc, super intéressant. Au niveau donc des TI, en termes de data science, c'est quoi les problèmes ou c'est quoi les sujets que tu attaques au Les, niveau les- de data science? les plus gros besoins, c'est la stabilité. OK. Donc, on a des systèmes pour répondre à tout le monde là. Vous prenez votre téléphone et tout le monde se connecte à son application. Enfin, la majorité des gens qui vont regarder ce podcast, cette émission, se connectent à leur application bancaire en ligne sur leur téléphone cellulaire. Mais le plus gros besoin, c'est essayer de prédire quand est-ce que l'application va être indisponible. Parce qu'il faut le savoir que, en fait, votre application bancaire, il y a des mises à jour, il y a des changements, il y a des releases, il y a plein de choses qui sont faites sur vos téléphones sans que vous le sachiez. Et Mhm. le but, c'est de faire en sorte que l'expérience client, elle soit toujours la même, toujours aussi bien, même lorsqu'on fait des modifications, des changements, des améliorations. Et Mhm. ça, c'est le besoin principal des gens en TI, c'est de se dire, je veux une stabilité à 100% ou qui répondent aux critères ou aux objectifs qu'on sait. Ça, c'est vraiment un besoin fort. Donc, pour avoir cette stabilité-là, en fait, il faut prévoir et prédire les indisponibilités. Et Mhm. c'est ça tout le danger. Donc, comment prédire les indisponibilités? Donc, moi, j'ai fait 2 modèles. Le premier modèle, c'était de se dire, quand on fait nos changements, il y a certains changements qui échouent et qui deviennent ce qu'on appelle des incidents, donc qui Mhm. vont provoquer de l'indisponibilité. Donc, comment nous, quand le changement arrive dans la boîte des gens qui gèrent le changement et qui sont censés l'accepter, ils vont être en mesure de déceler si ce changement-là va créer une indisponibilité ou va bien se passer. Donc moi, j'ai fait un modèle là-dessus et c'est sûr que le besoin, il est fort. Toute Mhm. l'industrie travaille là-dessus. Prédiction des risques sur les changements. Parce qu'au fait, si vous ne faites pas de changement, tout marche. Parce Exact. que ça a marché hier, ça va marcher demain. Mais à partir du moment où vous faites un changement, vous ouvrez un risque. Donc là, c'est comment je réduis le risque du changement. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, c'était tous nos systèmes, ils sont monitorés. Donc, ça veut dire qu'ils sont suivis par des milliers de métriques. Mhm. Vous imaginez même pas le nombre de métriques qui sont suivies par minute sur un système. Mhm. Et donc là, comment à partir de l'historique de ces métriques et des historiques des incidents et des indisponibilités, on va être capable de prédire les prochaines indisponibilités. Mhm. Donc les métriques, vous prenez ça vraiment simple là, pour les gens qui connaissent pas trop, mais imaginez un corps humain.
comment nous, on pourrait prédire, par exemple, qu'une personne va avoir la grippe ou des courbatures ou une toux, Mhm. juste en regardant les métriques. Et donc là, les métriques du corps humain, c'est quoi? C'est la tension, la température, Température. la couleur de la peau, les hématomes, etc. Et en fonction de tous ces petits capteurs qui donnent des mesures, eh ben, on va être capable de dire, oh, là, il y a une fièvre qui s'en vient, ou des choses comme ça. Et donc, c'est exactement la même chose que ça, sauf que nous, bah, vous imaginez qu'on a, je sais pas, moi, 1 million de thermomètres sur une application, Mhm. donc, mais qui ne donne pas que la température, qui nous donne toutes les informations du corps humain de l'application. Et à partir de ces informations-là, on doit être capable de prédire où, en fonction de ce qu'on voit et de ce qui s'est passé dans le passé, on risque d'avoir une indisponibilité dans 5 heures. Et Mhm. là, on lève un flag. Et à partir de ce flag-là, bah, les équipes commencent à travailler pour justement que ça n'arrive pas. Donc, Mhm. la principale besoin en TI, c'est la réduction de l'indisponibilité non prévue, Mhm. que ce soit par les changements, par le monitoring ou autre. Mhm. Très, très, très intéressant. Tu vas me dire, je dis ça tout le temps parce que c'est toujours intéressant ce que mes invités disent. Donc, c'est un lapsus qui est là et puis que je. Très intéressant, très intéressant. Mais tu sais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser un peu aux GAFA, Google, Amazon, Facebook, et au fait, Même Microsoft, tu Apple, peux rajouter. Microsoft, ouais. Parce qu'au fait, c'est des compagnies qui n'ont pas intérêt à ce que l'expérience de leurs clients change, même si tous les jours, ils font des mises à jour, ils font évoluer, parce que de toute manière, les systèmes doivent évoluer. Donc, ils font des développements, des déploiements, plein de choses tous les jours. Mais imagine un Google qui, ça arrive, hein, un Google qui un jour ne fonctionne pas pendant 5 minutes. Moi, je me suis, c'est arrivé, non, mais c'est arrivé des fois où tu vas sur Google, on dit non, c'est Google est en panne et ça rentre dans c'est parti dans tous les médias. Ah, Google a eu une panne de 5 minutes aujourd'hui, etc. Donc, ça veut dire qu'au fait, toi, tu es quelque part en train de travailler en arrière pour que lorsque ils font ou lorsque vous mettez en place ces changements-là, que l'utilisateur qui est sur la plateforme ne ressent pas d'instabilité par rapport, ou bien qu'il n'y ait pas de coupure de service. Moi qui vais sur Amazon pour acheter le vendredi ou le dimanche soir à minuit ou à 3 heures du matin, qui normalement, la plupart des temps, la plupart des gens sont en train de dormir, faudrait pas que le site d'Amazon tombe en panne lorsqu'on est en train de faire la mise à jour. Donc, tu monitores et tu prévois, au fait, tu fais des prédictions par rapport à ces risques-là. Donc, c'est une gestion de risque. Tu travailles en gestion de risque TI, au fait. Est-ce que j'ai bien Ouais, compris? on pourrait dire ça, ouais, exactement. Moi, je suis très d'accord, très à l'aise avec ta définition. Et puis, tu sais, parfois, il y a aussi des changements où on sait inévitablement qu'on va provoquer une indisponibilité. Donc, c'est de se dire, bon, quand est-ce qu'on la prévoit, comment on l'assume, etc. Il me semble qu'il y a pas longtemps, je pense, que c'est Teams ou Amazon ou Oui, quelque chose comme ça, c'est qui Teams, devait faire un Microsoft. changement, qui devait faire un changement pour respecter les normes de la sécurité publique. Exact. Et c'était une obligation de le faire. Ils ont dit, bon, bah, OK, ça va générer un bug de 5 minutes, une indisponibilité de 5 minutes, mais on va l'assumer. Et Exact. donc, ça c'est énorme, c'est très majeur. Et donc, bon, là, c'est planifié. Donc, comment justement on calcule. Et après, moi, je t'ai parlé de tout ça. Et c'est là où, c'est pour ça que la science de la donnée, c'est aussi redonner de l'intelligence aux données. Et ça se rapproche aussi parfois de l'intelligence d'affaires. Mais, tu sais, on n'est pas tout de suite obligé de faire un modèle. Mhm. OK? Par exemple, ce qui est important en ce moment, c'est de se dire combien ça me coûte quand c'est indisponible. Toi, tu Exact. vois, tu viens de donner l'exemple de Google, là. Ouais, Google, combien ça leur coûte 1 minute où ils sont down? exact. Et là, c'est une violence inouïe. Puis après, tu as ce coût-là, puis tu as les coûts indus, les coûts répertoriés, puis la réputation, puis tout ça. Donc, pour des systèmes bancaires, là, une indisponibilité, tu veux pas ça dans ta vie, là, parce Non, que ça se retrouve sur Facebook, Twitter, partout, là, et c'est, tu exact. sais, dans le genre, parce que c'est des gens qui ont besoin de ça. C'est Exact. pas un service, c'est un service essentiel, là, en ce moment, on le dit Essentiel. beaucoup, là. Exact. Essentiel. Un guichet automatique ou
un service mobile pour faire les paiements et tout ça. C'est parce que quelqu'un qui n'a pas accès pour faire son paiement de carte de crédit, ben ça a d'autres répercussions ou qui ne peut pas payer un médicament pour sa famille parce que sa carte ne fonctionne pas. Ben, les impacts peuvent être assez importants en termes de réputation pour la compagnie. Ouais, le pire, c'est des indisponibilités qui vont être là sur les marchés financiers. Parce que là, Ah, ça se joue à la nanoseconde, donc t'imagines que tu veux vraiment pas ben, ça. ouais, il y a Félix Carrier avec qui j'ai parlé la dernière fois qui me parlait il a travaillé sur les marchés financiers. Il m'a parlé de comment est-ce qu'il calcule, les informations passent sur la fibre optique ou bien s'il faut faire passer les transactions par téléphone pour calculer la vitesse de transaction des traders et tout. J'étais comme, waouh, ok, c'est Non, impressionnant. c'est un monde impressionnant. Moi, je m'en souviens même que les gens raccourcissaient les fils, Exact. des fils Ethernet pour être plus proche. C'était comme, waouh, ok, c'est énorme. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et puis très, très varié comme domaine. Et euh, j'aimerais vraiment qu'on aborde le sujet de ton engagement, mais dans un premier temps, je voulais juste savoir, c'est en termes techniques, on va parler un peu technique là pour ceux qui sont techniques, data scientists aussi, on doit leur donner un peu de jus. C'est quoi les types de modèles que tu as fait deux modèles, mais pour y arriver à ton modèle, je veux dire, absolu, là, c'est quoi les différents types de modèles quand je parle de modèles? Est-ce que tu fais du supervise? Si tu fais du supervise, est-ce que tu fais de la classification? Est-ce que tu régression? C'est quoi les types Nous, de modèles que tu c'était utilises? un modèle. Bah, déjà, moi, je code beaucoup sur R, mais R. j'ai une collègue qui est sur Python, donc on est passé sur Python. OK. Le modèle qu'on a utilisé, c'est un XGBoost. OK. Mais c'est des données supervisées, c'est-à-dire que nous, tout le monde sait ce que c'est la différence, mais nous, on n'a pas besoin de classifier ni rien, Mhm. enfin d'utiliser des modèles non supervisés. Mhm. Donc nous, tout simplement, pour expliquer aux gens, par exemple, le modèle des changements, qu'est-ce que nous on a fait? On a pris toute l'information qui est disponible sur on appelle ça des billets de changement. Donc un OK. billet de changement, imaginez-vous que c'est une feuille avec le ID du changement, l'identification du changement, puis toutes les caractéristiques qui vont avec. Qui Mhm. la demande et pour quand, ça concerne quoi, qui va s'en charger, est-ce que ça va être quoi, ça va commencer à quelle heure, ça va finir à quelle heure, etc. Il y a à peu près une trentaine d'informations. Mhm. Puis à quels éléments de configuration c'est relié, etc. Nous, on prend toutes ces informations-là dans le passé. Et puis, dans le passé, dans les 3 dernières années, on a aussi le output de ce changement-là. Est-ce que ce changement-là a été réussi ou est-ce que ce changement-là a été raté? Donc, au fait, après, ce qu'on fait, c'est que on prend tout le passé et on construit justement nos variables sur le passé. Donc, les variables, elles sont déjà existantes, mais on va être capable de dire si cette variable-là est plus déterminante, quel est son impact sur la variance, etc. Euh, et on va après pouvoir sélectionner cette variable-là pour pouvoir dire, ben, quand on, par exemple, quand c'est ce type de groupe qui demande un changement, il y a plus de risques que ça soit un incident par la suite. Et le but, tout simplement, c'est que pour chacune des variables, on soit capable après de passer n'importe quel autre biais de changement à travers le prisme du modèle et Mhm. l'output soit celui-là il est risqué, celui-là il est moins risqué, celui-là il n'est pas du tout risqué, etc., etc. Donc nous, notre but, c'était vraiment de pouvoir déterminer ça à partir de variables qu'on connaissait. Mhm. C'est sûr qu'il a fallu les sélectionner. On en a construit quelques-unes, plutôt des variables un peu plus complexes. Mais Mhm. c'était, si vous voulez, on avait de la chance d'utiliser déjà des choses qui existaient et juste à les mettre dans ce modèle XGBoost là par la suite. Et vous savez, à la fin, il faut un peu ajuster. Une fois que vous avez un modèle, vous avez un output du modèle, mais c'était une probabilité, donc entre Mhm. 0 et 1. Mais Mhm. par la suite, il faut aussi se dire, OK, mais ça va être quoi mon threshold? Exact. Mon déclencheur de OK, ça c'est risqué, ça c'est pas risqué. Et Mhm. donc là, c'est assez simple et puis ça se trouve facilement sur Internet, mais ça va être juste de dire, ben, OK, qu'est-ce que je veux comme faux positif? Qu'est-ce que je veux comme faux négatif? Est-ce que, par exemple, et moi je définis souvent ça et puis on fait beaucoup de vulgarisation, je dis, OK, imaginez votre but, c'est d'attraper les gros poissons, Mhm. d'accord? Et vous avez une rivière dans laquelle vous pouvez poser un filet au milieu de la rivière et tous les poissons passent. Mhm. Donc, vous allez soit, vous voulez attraper les gros poissons, vous faites des mailles
à peu près pour attraper les gros poissons. Mais là, il y a des gros poissons que vous n'arrivez pas, qui passent quand même à travers les mailles, donc vous n'arrivez pas à les retenir. Mhm. Et plus vous allez faire des critères exigeants, donc moins vous voulez de faux Mhm. positifs, de faux négatifs, pardon, plus vous allez faire des critères exigeants et donc raccourcir ou rétrécir les mailles du filet. Mais Mhm. là, vous allez vous retrouver avec pas mal de faux positifs parce qu'il y a des poissons qui sont considérés comme petits que vous allez arrêter malgré Poisson. tout. Donc, c'est Ouais. souvent ça que je donne comme image. Donc, au fait, le but après, c'est quelle est l'épaisseur des mailles de mon filet pour que finalement les équipes qui après évaluent les changements, ils se retrouvent pas avec tous les changements de la banque parce que ça sert à rien d'avoir un modèle qui dit oh tout cela sont risqués. Donc Ouais. il faut, c'est toujours là après l'établissement du threshold et il est souvent défini aussi par les besoins des équipes. Est-ce que les équipes sont comme on veut absolument rien laisser passer, zéro risque, ou on est prêt à accepter un pourcentage de risque minime pour pas en avoir trop à gérer. Waouh. Hey, j'adore la vulgarisation par le poisson. Et ouais, c'est un truc que j'avais utilisé, je pense que c'est plutôt pertinent. Et Oui. après le deuxième modèle, je me souviens plus de ce qu'on avait utilisé comme modélisation. Mhm. Et là, mais nous, là, on prévoyait l'heure à laquelle le prochain incident allait arriver. Waouh. OK. OK. Mais je me souviens plus du modèle. Tu Ouais. vois, ça fait tellement longtemps, je me souviens plus du Ouais. modèle. Ouais, ouais. Tu parlais de 2019, donc c'est un Ouais, peu vieux, là, 2 ans. Mais c'est vraiment magnifique parce qu'au fait, ce que vous avez fait, je veux plus parler du dernier modèle dont tu as parlé. C'est vraiment, vous avez, pour comme briefer aux gens, vous avez pris des données il y a de 3 ans d'historique, vous les avez récupérées, vous avez comme vu ceux qui ont créé des incidents, ceux qui n'ont pas créé des incidents. Et donc, après, vous avez comme mis dans votre modèle pour voir c'est quoi les variables, est-ce que c'est quelle métrique qui a plus de poids, c'est quelle variable qui crée les bugs, qui ne crée pas les bugs. Et vous avez obtenu à la fin, donc, à peu près un modèle, une fonction qui vous permet de dire, OK, le prochain billet, le prochain développement qu'on va mettre, est-ce que ça va créer un bug ou ça va pas créer de bug? Est-ce qu'il y aura un incident ou il n'y aura pas d'incident? Maintenant, par rapport à ce modèle-là, vous avez déterminé un seuil. Donc, c'est là où tu parlais des mailles du filet qu'il faut déterminer. Est-ce qu'on veut le gros poisson ou on veut un poisson moyen en fonction on peut se tromper de quel pourcentage. On est prêt à se tromper parce que c'est pas parfait, là. C'est pas Alléluia, Amen, là. C'est pas une religion. Donc, il faut se trouver une balance pour dire, OK, je suis prêt à accepter tel pourcentage de risque, mais quand même, on va détecter le maximum de biais risqués dans l'ensemble. Donc, juste pour vulgariser. La dernière fois, moi, j'ai vulgarisé avec Félix Carrier, avec le parallèle avec le cuisinier, où on parlait du fait que la modélisation, des fois, tu peux modéliser, mais tu peux pas le mettre en prod. Et on a vulgarisé en parlant du cuisinier qui fait une belle salade en cuisine, mais qui ne peut pas amener ça dans la salle à manger aux clients pour qu'ils puissent déguster. Donc, j'aime beaucoup de faire l'analogie avec des ouais, c'est images comme bien les ça. métaphores. Ouais, les Ouais, c'est métaphores. vrai l'existence de ces modèles. Et puis nous, le modèle là dont on parle, finalement, lui, il a commencé à être mis en prod, etc., et un peu utilisé. Mais Wow. au fait, la gestion du changement dans une entreprise, c'est compliqué. Ouais. Et du changement aussi humain. Et là, par exemple, moi, au fait, j'étais comme un petit micro-entrepreneur à l'intérieur de la banque. Et Ouais. ça a été plus simple de faire appel à une entreprise extérieure OK. qui va justement amener tout ça autour d'elle avec du staff, etc. Mais effectivement, ça coûte plus cher. Mais pour justement essayer de le mettre en application, ce modèle-là, parce que il y a toujours des millions de questions. C'est-à-dire, tu es dans genre, moi, je te donne le modèle, mais la personne qui fait ce métier-là depuis 5 ans, elle va dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi lui, par exemple, il n'a pas été flagué. Et là, souvent, la réponse, c'est de dire, ouais, mais c'est le modèle et c'est ce qui se passe historiquement. Exact. Mais c'est vrai que ça peut ne pas persuader tout le monde. Là. Puis il y a des gens qui ont aussi des expériences humaines de dire, ouh, mais moi, ça, je le sens pas. Et Ouais. peut-être parfois, parfois, c'est des préjugés, parfois, c'est pas des préjugés. Et c'est vrai que parfois, le modèle, comme tu l'as dit, c'est pas une religion et ça convainc pas forcément tout le monde. Donc, il y a aussi un travail de persuasion qu'il faut faire et un travail de suivi qu'il faut faire souvent. Et donc, nous, on avait fait en sorte d'évaluer à chaque mois
comment notre modèle s'était comporté. Mhm. Donc, ça veut dire que on faisait plus de la modélisation, mais on faisait un suivi, on va dire plutôt BI, dans lequel on disait, ben voilà, notre panel, le mois dernier, il a flagué tant de changements. Et surtout, ceux qu'il a flagués, voici ceux qui sont réellement arrivés comme incidents. Mhm. Et voici ceux qui sont pas arrivés, que le modèle n'avait pas flagué. Mhm. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la matrice, là, justement. Et dans cette matrice-là, on était capable de voir, il y a 4 cases, ceux que j'ai flagués, ceux qui sont arrivés parmi ceux que j'ai flagués, ceux que j'ai pas flagués, donc j'avais dit il y a 0 risque, et ceux que j'ai pas flagués, mais finalement, il y a quand même un incident qui est arrivé. Est-ce que c'est ce qu'on Et donc appelle là, la matrice de confusion un peu c'est exactement en ça. C'est termes de exactement ça. la science? Ouais. C'est la matrice de confusion, ouais. Donc, vous avez fait un genre de monitoring de votre modèle Ouais, afin ça de... aide. Bah ça aide parce que, et nous, après, tu sais, tant qu'on était au-delà de 50%, au-delà de 60%, en disant, ben, nous, on t'a flagué 60% de ceux qui sont arrivés, tu sais, on est safe. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça aide toujours, hein. C'est pas une science absolue, mais comment convaincre? Oui, il faut monitorer, mais c'est aussi dire, voilà, je te donne plus de moyens pour pouvoir facilement détecter les risques, au fait. Donc, on peut le vendre aussi comme ça, dans le sens Ouais. où si tu n'as aucun outil pour savoir quelque chose, ben, au moins là, tu as quelque chose qui va t'alerter au moins, qui va éveiller ta conscience et qui va te pousser à faire plus attention lorsque tu déploies ce biais-là. C'est donc, je pense de toute manière, ça aide. Et puis, vous avez bien fait tu parlais de lobbying au début quand tu t'es présenté, donc de faire du lobbying. Tu es très fort dedans déjà dans ta vie de leadership. Donc, j'imagine que c'est pas plus difficile pour toi d'essayer de convaincre les gens. Donc, regarde, franchement, bel exemple donc de XGBoost. Félix aussi m'en a parlé aussi de modélisation. Ouais, c'est Mais assez trendy. Ça aussi, ça, c'est quelque chose qui est pas mal à la mode. C'est pas mal black box aussi, mais c'est pas mal à la mode. ouais. Et c'est correct aussi pour l'interprétation. Exact. Il m'a dit que c'est plus facile, surtout pour l'interprétation, parce que les Black Box, l'enjeu, c'est vraiment l'interprétation en fait, du modèle qui est des fois très, très compliqué. Le modèle fonctionne, mais on ne sait pas vraiment comment l'expliquer à l'utilisateur final ou le client pour lui dire voilà, voilà, voilà ce que le modèle fait. Donc, il m'a parlé aussi de XGBoost, donc ça rejoint aussi ton point. Et tu as parlé je programme en R et Ouais, maintenant je programme en Python. Et- Est-ce qu'il y a une vraie différence entre ces deux manières de programmer en data ouais, science? ouais. Ouais. Moi, j'étais beaucoup plus connaisseur de R que de Python. Python, c'était difficile, le shift. Euh, je te cache pas. Et puis, tout cet aspect de librairie, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que l'industrie bascule en Python. Hmm. Donc, pour les gens qui écoutent l'émission, qui se posent la question, qu'est-ce que je, bah, j'ai le choix entre les deux. Moi, je conseillerais de commencer Python. OK. C'est toute l'industrie est là-dedans. Hmm. Euh, donc, je conseillerais de commencer là-dedans, quitte à un jour basculer aussi et faire du R, mais beaucoup de gens sont en Python. Et puis Python, il y a aussi la gestion, il y a aussi du Python qui existe pour faire du back-end, pas juste pas juste du code, on va dire, pour de Mais la du modélisation. front-end aussi, hein, tu sais, du Ouais, front-end. ah oui, oh, il y a aussi le front. Ben, tous les gens qui ont des Mac, par exemple, ils Ouais. doivent peut-être le savoir. Ouais. Mais oui, Python, ça a été tout un shift et j'ai vraiment l'impression que l'industrie bascule en Python. Je sais pas trop pourquoi, mais ça serait mon conseil, ouais. Ouais. Ben, c'est ça, parce que je te pose la question parce que moi, lorsque je fais mon analyse, surtout sur le continent, je vois que les gens, ils utilisent beaucoup R, surtout dans les programmes en statistique, en économétrie et tout ça. Ouais, C'est ouais, t'as beaucoup raison. utilisé R. Et Python, c'est pas vraiment très, très vulgarisé. Ça commence ben, les gens commencent à l'utiliser là, mais euh, les gens disent que R est plus robuste que Python. Est-ce que tu penses la même chose? J'ai pas d'avis là-dessus. Tu n'as pas J'ai d'avis pas là-dessus? d'avis là-dessus, mais c'est un bon point ce que tu dis. Moi, j'ai commencé ma carrière en économétrie et c'était du R. Ouais. Ma petite sœur aussi, elle est en socio-économie
et ils ont commencé aussi avec du R. Exact. Euh, je Mais, sais mais pas. le, mais le Ça serait concept, intéressant de savoir pourquoi, mais quand je ouais, dis l'industrie, c'est peut-être justement, peut-être la recherche est toujours en R, etc. Quoi qu'il y a des exact. gens qui font des packages Python, Ouais. mais Mais le business, l'industrie a l'air d'être en Python, ouais. ouais, le Et puis, il faut business, regarder les chiffres, là. J'invite les gens qui ont Google, là, d'aller regarder les chiffres et et regarder les pourcentages d'utilisation. Mais ouais. il commence à y avoir un shift pas mal intéressant entre Python et R. Exact, exact. Donc voilà le conseil de Thibaut. Si vous commencez par Python. R aussi, c'est très, très intéressant, c'est assez puissant. Mais commencez par Python, comme ça vous laisse aussi travailler sur des projets plus Moi, rapidement. j'avais l'impression que Python, c'était plus complexe que R. Donc, peut-être que si les gens commencent par Python, bah, après, ça sera peut-être plus facile de devenir en R. Ah, Mais il y a ok. aussi toute une définition structurelle de la différence. Là, il y a un, c'est un langage d'objet et l'autre Exact, non, quelque chose comme ça. Mais ça, exact. c'est vrai que ça va vraiment dépendre peut-être de là où vous travaillez ou pas. Exact. Parce que c'est aussi la structure des syntaxes, comment est-ce qu'on appelle les librairies et tout ça, c'est pas la même chose que dans R. Donc, effectivement. Ben, écoute, il y a une question qui me taraude depuis le début du podcast, c'est de savoir, en fait, le data science et l'impact au niveau de l'engagement que tu as. Je sais que tu es beaucoup engagé. Comment tu fais le lien entre le fait d'être un expert en data science et un leader dans la communauté de jeunes que tu représentes? C'est une très bonne question et cette question-là, la réponse arrive au fur et à mesure, mais et puis il commence à y avoir des publications là-dessus sur l'impact de l'analyse des données dans la lutte, par exemple, contre la discrimination ou dans l'évaluation des politiques publiques. Mm. Et je pense que justement à Montréal, comme ailleurs, il y a une certaine avancée, une certaine ouverture euh, à tout ce qui est open data, etc., pour essayer d'évaluer l'impact de nos politiques publiques dans ces plus fins retranchements. Mhm. Et moi, ça me rappelle souvent un modèle que j'avais fait quand j'étais justement à l'école. On essayait d'étudier l'impact du sexe du chef de famille dans les familles, je pense que c'était au Nigeria. Oh, Donc là, wow. on avait des données de la Banque mondiale. Donc on savait le sexe, donc le genre du chef de famille. Et ensuite, on avait plusieurs métriques. Et ce qu'on voulait calculer, c'était sur l'évolution du patrimoine. Est-ce que Mhm. le patrimoine familial avait plus de chances d'augmenter en fonction du genre du chef de famille? Et on s'est rendu compte que oui, J'ai une quand c'était une idée femme, exacte. il y avait un impact positif. Ouais, Donc le patrimoine augmentait je et plus confirme. facilement que quand c'était un homme. Donc nous, avec toutes nos pensées occidentales ou autres, etc., c'est venu peut-être bousculer des préjugés chez certains ou confirmer des avis chez d'autres. Mais c'est exactement ça. C'est de se dire, on peut détruire ou construire, on peut détruire des préjugés et construire des certitudes grâce aux données aussi fines que ça. C'est-à-dire que lorsque moi, décideur public de Montréal, du Québec, du Canada, je construis mes politiques publiques dans les luttes contre la discrimination, quels sont les meilleurs acteurs à cibler dans cette politique de lutte contre les discriminations ou dans l'équité ou dans la justice sociale? Et donc, comment je vais pouvoir bâtir des programmes qui ont les résultats les plus probants ou les mieux à même de contrer ce que je veux contrer. Mhm. Et c'est exactement là où je pense que les données peuvent avoir un impact et la data science peut aussi avoir un impact dans tout ce qui est modélisation. Parce que au lieu de faire un test grandeur nature, ben, on peut le modéliser, on peut le construire et se rendre compte de, oups, on se serait trompé si on avait fait ça. Ou Mhm. se dire, OK, ben, si on fait ça, on va pas se tromper, on pourra le monitorer par la suite, etc., etc. Donc, il y a toute cette partie-là d'évaluation de politique publique, mais aussi de construction de modélisation pour se dire, bah, écoutez, imaginez, on sait que par exemple au Québec, il y a des défis dans l'accessibilité, dans la fracture numérique ou dans le fait de parler un bon français, etc. Donc, comment moi, en fonction de ma question, je suis capable de mettre en place des politiques qui vont faire en sorte de réduire cette fracture numérique-là ou ce déficit de français dans certaines populations. Wow. OK. Donc, Et la ville de Toronto est pas mal en avance là-dessus. ah bon? Il y a quand même des questions éthiques
Il y a quand C'est même pas mal ça. de questions éthiques. C'était ma question par rapport à ça parce que, tu sais, là, tu me dis, OK, tu as des données de la Banque mondiale que tu as utilisées, que vous avez utilisées et que vous avez remarqué que le sexe, donc le genre féminin, a un impact vraiment plus important sur le patrimoine des familles. Je suis sûr que peut-être il y a un Nigérien qui va voir la vidéo qui va dire, non, non, je suis pas d'accord. Moi, dans ma famille, mon papa était. Donc, en fait, le fairness aussi des modèles et des données qu'on collecte pour pouvoir. Parce que, oui, une fois qu'on dit ça, est-ce qu'on s'arrête là pour dire que c'est comme ça et qu'il faut des femmes juste à la tête des familles? Je sais pas ce que tu veux dire. C'est l'équité par rapport au modèle. Parce que il y a des enjeux comme peut-être aux États-Unis, on parle beaucoup de l'environnement carcéral, comment on arrive à prédire que certains Mhm. genres de personnes, il y a ces risques-là au niveau du fairness des modèles. Je ne sais pas si c'est des sujets qui t'intéressent ou tu t'es intéressé à ce genre de sujet en tant que quelqu'un qui est engagé dans... Ouais, c'est la première fois qu'on me pose la question comme ça, mais c'est une très bonne question. Ouais, Euh, et puis pour revenir sur l'exemple du Nigeria, je pourrais fournir ce que nous on a fait, mais c'est de là à sortir des grandes conclusions en disant au Nigeria, si ton chef de famille n'est pas une femme, tu sais, dans genre la contraposée n'est pas forcément vraie. Donc exact. ça c'est important. Euh, oui, c'est une très bonne question par rapport au fairness des modèles. J'entends bien que c'est pas forcément des vérités absolues, Mhm. c'est des guides. Et il faut toujours se poser la question, est-ce que la décision politique derrière est éthique? Exact. Donc, d'une part, c'est pas parce qu'un modèle nous dit, je sais pas, et puis là, je peux dire des grosses bêtises, tel type de population commettent plus de crimes Mhm. que moi, bah, je vais me dire, ah ben, je fais de la rééducation où je les mets tous en prison d'abord, tu vois. Je pense qu'il justement, Mhm. cette indication politique, et c'est là où c'est important l'intelligence de données, mais c'est encore plus important l'intelligence humaine. Donc, Exact. ça veut dire, ce modèle me dit que ce type de population a plus de chances de se retrouver en prison. Grâce à ce modèle, je peux comprendre les capteurs. Donc, quelles sont les métriques qui font que cette décision arrive? Donc, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est le milieu scolaire? Est-ce que c'est la condition socio-professionnelle, etc., etc. Et puis, grâce à ça, je me dis, bah, j'ai mes leviers d'action. J'ai mes leviers d'action. Ça veut dire que ce type de population-là, avec ces caractéristiques-là, vont plus en prison. Donc, comment moi, en tant que décideur public, je peux appliquer un correctif pour Exact. justement équilibrer cette surreprésentation. Exact. Et là, par exemple, ça pourrait être tout simplement, tu sais, on le dit, on le prouve, c'est prouvé, le profilage racial à Montréal a été reconnu. Ouais. Donc, comment moi, je forme mieux mes policiers, Mhm. justement, sur ces vecteurs-là, c'est quoi les déclencheurs d'arrestation? Donc, justement, comment je peux travailler sur ces déclencheurs d'arrestation-là arbitraires? Et de Mhm. l'autre côté, ces populations-là, comment moi je peux les former ou leur donner des outils pour justement éviter ou passer outre ces contrôles abusifs? Exact. Ça, au fait, tu as très, très bien répondu. Tu n'as pas dit de bêtises, t'inquiète. Parce qu'au fait, non, mais je dis Merci. vraiment, je le pense vraiment. Parce qu'au fait, ce que tu dis, c'est que le modèle a détecté un pattern, a détecté quelque chose. Maintenant, ce n'est pas juste de s'arrêter à la détection. Maintenant, c'est de pouvoir mettre en place des politiques pour pouvoir aider à améliorer la situation. Peut-être que dans le cadre donc de votre modèle au niveau du Nigeria, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que finalement, dans toutes les familles, que ce soit homme ou femme, que le patrimoine puisse évoluer au fait, ou dans le cas de la criminalité, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le policier, il y ait une confiance entre les policiers et ces populations-là pour que les gens se parlent, il faut mettre en place des conditions pour que les gens apprennent à mieux se connaître, etc., pour qu'il y ait une confiance, qu'il n'y ait pas de profilage racial, qu'il n'y ait pas d'interpellation discriminante des personnes, etc. Donc, on peut utiliser le modèle de manière C'est là vertueuse. l'enjeu. Exact. C'est tout là l'enjeu de à qui je donne les clés du modèle. Parce que imagine, je donne ça par exemple, un programme bilatéral bien occidental et tout, qui rentre dans l'archétype de ah ben on vient de comprendre que grâce au modèle, c'est les femmes qui gèrent mieux les patrimoines. Puis là,
elles font une espèce de programme où elles obligent tous les. Et ce serait là justement la bizarrerie ou tout le côté inique du modèle, ça serait de dire bah, ce modèle-là nous a conduit à faire en sorte que désormais le modèle familial est comme ça. Non, il faut Exact. Le comprendre c'est modèle quoi les familial. drivers, c'est quoi Exact. qui explique pourquoi c'est une femme dans ce modèle-là qui gérait mieux. Et là, tu essaies de comprendre. Mais le fait d'être une femme, c'est une construction sociale. Donc, il y a plein de choses qui vont avec. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est vous, mesdames, qui gériez mieux le patrimoine? Et là, on peut essayer de comprendre la recette plutôt que se dire, ah, bah, le modèle dit que c'est une femme, donc on va donner tout. Non, c'est essayer de comprendre plus la recette qui est derrière, pareil pour les contrôles ou pareil pour toutes ces choses-là. Par exemple, tu sais, quand on fait des modèles sur l'espérance de vie, ben, on ne dit pas, par exemple, bah, fumer, ça réduit ton espérance de vie. Exact. Mais nous, on met des politiques pour inciter les gens à réduire la cigarette, justement, par rapport à ça. Mhm. Mais on ne se dit pas, par exemple, s'il y avait un truc, on n'oblige pas tous les gens à faire du sport. On Exact. incite les gens, on essaye de faire des choses comme ça pour justement faire des changements positifs, mais de là à sortir des décisions qui seraient juste calquées sur un modèle. Et je pense qu'elle est là. Tout l'enjeu, il est là. Et tu sais, j'aimerais bien faire un parallèle par rapport aussi à la captation. Tu sais, nos données, là, mon téléphone, là, quand je te parle, c'est sûr qu'il enregistre ce que je dis, puisqu'il est capable de se déclencher quand je dis OK Google, Ouais. par exemple, Ouais, etc. ouais. Et beaucoup de Ouais. gens disent, ouais, moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est si ces données-là sont données ou sont vendues ou sont récupérées par des personnes qui sont mal intentionnées. Et ça, c'est tout un enjeu. L'enjeu de l'utilisation de nos données individuelles et personnelles. Et oui, en effet, on est protégé par la masse parce que c'est pas vrai que moi, on va me cibler moi parce qu'en ce moment, on est en train d'enregistrer 80 millions de communications. Donc, c'est Exact. correct. Exact. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir découvrir des patterns Mhm. individuels ou des patterns collectifs euh, qui peuvent être là justement un peu plus intrusifs et un peu plus dangereux. Mhm. Et c'est des gens comme moi qui font ces modèles-là, justement, bah tiens, il faut plutôt mettre la souris en bas à droite parce que comme ça les gens ils cliquent plus ici. Ou vous avez sûrement vu le reportage Netflix justement Oui. qui rapportait cette espèce de sentiment d'être accro aux différents réseaux sociaux, Je sais. avec les vidéos, avec les choses comme ça. Donc, il y a des patterns qui sont utilisés Mhm. pour nous prendre notre temps de disponibilité grâce à nos données individuelles. Donc, il faut quand même être alerte à Mhm. ces enjeux-là pour pas basculer dans justement cette addiction Mhm. aux écrans, aux réseaux sociaux différents avec les likes, les commentaires, les pouces, etc., etc. Je pense que c'est un peu le mal de notre siècle. Là. Exact, exact. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, je réitère ton point que nos téléphones, on nous écoute, tout est enregistré, tout est quelque part, même si on enregistre tout le monde. Parce que, c'est la dernière fois, je parlais à quelqu'un et puis je cherchais l'identité d'une personne. On était en train de discuter un peu, toi et moi, comme on est en train de faire actuellement. Je dis, ah, mais je pense à cette personne-là. Il est professeur à McGill et puis il travaille. J'ouvre LinkedIn. La première personne que je Non. vois, c'est cette personne-là. Oh my God. Moi, il y a plus de 3 ans que mon téléphone fait des choses bizarres. Et puis, je dis à ma femme, je suis sûr que, avant même de me rendre, d'avoir des articles comme quoi nos téléphones se déclenchent tout seuls, je disais à ma femme, c'est bizarre, je suis sûr que mon téléphone, on m'écoute. On m'écoute, on m'enregistre. Elle dit, ah, mais tu vois, c'est bizarre. Je dis, non, le téléphone se déclenche tout seul. Et puis, tu entends comme s'il y a eu l'ouverture, au fait, tu sens que le téléphone est en activité, au fait. Et je lui dis, OK, je fais des tests. Des fois, je dis Walmart, 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 Walmart. Et puis là, je commence, ah, OK, il y a Walmart qui fait sa pub et tout. Donc, des fois, avec le téléphone. En fait, juste, j'essaie de faire des jeux comme ça pour faire des tests. Et puis, elle dit, ah oui, c'est vrai et tout. Et il y a plein de choses comme ça que je remarque. Mais comme tu dis, ça dépend de qui fait. On s'en fout, certes, mais ça dépend de qui a en ses mains cette donnée-là. Hmm. Et il y Ouais, a parce que c'est plein. très puissant. Exact. C'est très puissant parce qu'on est capable, comme tu l'as dit, de déterminer des patterns. Exact. Des Exact. patterns et d'influencer. C'est la capacité d'influence. Exact. Et ça, faut le savoir.
Ça, je pense qu'il faut, et je pense que les nouveaux cours, tu sais, on va beaucoup parler d'éthique Exact. sur l'utilisation des données, mais il va aussi avoir l'éthique de la gestion de nos données. Tu sais, maintenant, on a tous 5 plateformes là. Ben oui. Donc, minimum ou maximum, Mhm. là, tu sais, entre Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat pour les plus jeunes, etc. ouais. Ces cinq zones d'entrée sur notre vie privée. On ne sait pas forcément bien utiliser ça, etc., etc. Il faut faire attention. Il faut être woke, c'est le mot à la mode actuellement, là, mais il faut Woke. être éveillé à ces enjeux-là. Je pense que c'est important Exact. parce que ça va être le mal ou justement tu sais, on dit souvent que la donnée, c'est l'or noir du 21e siècle. Ouais. C'est quoi, Enfin, j'ai on mis? disait le pétrole, c'était l'or noir et maintenant la donnée, c'est le nouveau Non. pétrole. Exact. Et donc, justement, il faut faire attention à ce qu'on fait avec, alors dans la mesure du possible, hein, mais il faut être au moins éveillé à ces enjeux-là et à cette possibilité euh, qu'on se serve de nos données. Et puis, moi, je vais pas, je vais vous livrer un secret qui ne tiendra personne, mais dans mes différentes carrières, oui, on a acheté des données Facebook, là. Ouais. Faut pas que les gens, faut que les gens sachent, là. On a des Ouais. données Facebook, on sait quel groupe vous likez, tu sais, on sait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Exact. Exact. Non, mais c'est ça. Tu vois, moi, je dis ici, data is gold. C'est dans Ouais. dans mon logo. C'est l'or, c'est l'arme, on peut dire plein de choses là-dessus, mais il faut vraiment s'intéresser au sujet. Il faut vraiment s'intéresser au sujet. Ne pas être affolé. Ah oui, non, non, mais s'intéresser, comprendre comment ça fonctionne, s'éduquer par rapport à ça, c'est très, très important. Ouais, Ah, et puis je dis souvent qu'une personne intelligente, c'est pas forcément une personne qui sait tout, mais c'est une exact, personne qui sait où est l'information. exact, On n'est pas exact, obligé d'être des singes savants et tout savoir et d'être des Wikipédia sur pattes. Mais exact, c'est important de se dire, OK, je connais quelqu'un qui peut m'aider. On exact, pourra, et là, avoir accès à la bonne ressource où je sais où prendre l'information. Ça, je pense que c'est important quand les gens commencent à se poser des questions, exact. d'avoir en référence des personnes, des mentors, des experts sur ces enjeux-là et se documenter là-dessus. Exact. Ben écoute, comme je t'ai dit, c'est passionnant de te parler là. Vraiment, je pense que ton bébé, il est éveillé. Je veux pas non plus te... Aujourd'hui, dimanche, il est 9h30 et tout. Je voulais te poser quelques questions et puis on pourrait chuter par mot de fin, etc. C'est de savoir, toi, en fait, parce que j'ai vu une vidéo de toi il y a de cela 7 ans. Tu savais déjà à peu près ce que tu veux faire. Bon, aujourd'hui, si je te dis, Thibaut, où te vois-tu dans 4 ans? Tu dirais quoi? Wow. Euh, Tu aspires c'est à une, quoi? Tu aspires c'est à une quoi? bonne question. Hmm. Moi, j'ai de plus en plus le rêve de développer mon expertise en gestion. OK. Je suis un leader de personnes, leader Hmm. d'hommes et de femmes. J'aime ça. Et au fait, ma force, c'est de transmettre l'énergie, Mhm. faire des projets, que ce soit là, on travaille beaucoup en mode agile, que ce soit sur des scrums, sur des squads, des choses comme ça. Donc, de transmettre cette énergie-là, cette envie d'aller ensemble en équipe à battre des gros projets, des grosses ambitions. Mhm. Donc, je me vois beaucoup là, mais tout en gardant mon expertise de sciences de la donnée, Mhm. avec cet œil-là qui est un peu nouveau Mhm. dans beaucoup d'environnements, et justement d'être capable d'apporter cette expertise-là sur des cercles de gestion, et pas que dans l'expertise du métier. Mhm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, j'ai des aspirations d'un Montréal, d'un Québec, d'un Canada plus inclusif, capable d'oser le dialogue entre des gens qui ont des parcours différents, des histoires différentes, des religions différentes, des couleurs de peau différentes, parce que je crois vraiment en cette capacité collective de bâtir un monde meilleur, mais il passe uniquement par le dialogue et la rencontre. Mhm. Donc, favoriser la rencontre, abattre les préjugés, les silos qui nous écartent parfois bêtement. Et Mhm. donc, moi, j'espère continuer ce travail de fond qu'on fait justement avec l'immigration, qui Mhm. est souvent accompagné de préjugés, de bêtises, etc. Mais justement, abattre toutes ces méconnaissances-là, ces incohérences-là, en parlant par et pour nous. Mhm. Donc, en se réappropriant qui on est, nous sommes des immigrants et des immigrantes.
Et donc, c'est important que, au fait, on parle et que ce soit pas des gens qui parlent pour nous ou des tableaux Excel qui parlent de quotas, de seuils, de pourcentage, de réceptivité, d'attractivité, de rétention, mais que, en fait, on raconte nos histoires. Et on l'avait vu beaucoup de fois, là, quand on vient raconter nos vies, bah, ça abat beaucoup de barrières et finalement, Ouais, les gens ils se rendent compte que, c'est la phrase classique, on est tous des humains. ouais. Bah, les gens se rendent compte vraiment dans le dialogue. Et donc, c'est quelque chose vers lequel moi, je veux vraiment tendre, que ce soit dans mon métier ou dans mon militantisme. Et je pense que mon rêve, ça serait de pouvoir pallier les deux. Mhm. Rassembler ces deux Thibaut-là, ce Thibaut activiste qui se bat pour un Québec sans discrimination, une place pour toutes et tous, qui qu'on soit, et cet expert en données et en gestion, être capable de l'incarner dans une position de laquelle je pourrais gagner ma vie et Mhm. avoir l'impression de faire des changements structurels aussi au quotidien. Je dis pas qu'à la banque, je fais pas des changements structurels, mais c'est sûr que c'est pas le voie directe, c'est pas la voie directe pour faire des changements structurels au Québec comme Mhm. à Montréal. C'est plutôt indirect, c'est plutôt par l'exemple. Mhm. Mais c'est sûr que ça, c'est quand même très, très gratifiant et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes BIPOC dans les milieux de la science de la donnée, mais si on peut servir d'exemple, je pense que c'est souvent ça. Et on oublie souvent, mais l'exemple, c'est un des vecteurs énormes. Là, quand on a vu, qu'on aime ou pas Barack Obama, quand on a vu d'autres leaders noirs prendre des positions de pouvoir ou des positions de leadership, bah, Mhm. ça inspire. Exact. Et je dis pas que tous les enfants rêvent de devenir data scientist, mais si il y en a qui peuvent se dire, bah, check, moi ça m'a donné envie, j'ai vu qu'on était capable d'y arriver, je veux me battre pour, ben moi je serai toujours disponible pour aider des gens qui veulent le devenir. Je suis très très disponible, je suis vraiment à disposition de tout le monde qui veut bâtir son projet pour essayer de justement les accompagner. Et c'est pour ça que j'ai cette espèce de cœur, de fibre gestionnaire dans l'accompagnement au développement de soi. Comme disait, je pense que c'est Sartre, non c'est pas Sartre, c'est pardon, c'est la maïeutique, donc l'art de faire accoucher, donc justement par le dialogue. Donc j'espère on arrivera à bâtir une société plus inclusive, plus ouverte, plus forte, plus sûre d'elle, grâce à ces dialogues-là entre nos différents parcours et différentes communautés. Wow. Ben écoute, je voulais vraiment t'entendre parler des deux Thibaut qui à un moment Ouais. donné, parce que tu as La commencé par, convergence. ouais, tu as commencé par le Thibaut professionnel. J'étais comme, ah, j'espère qu'il va pas oublier le second Thibaut parce que pour moi, le second Thibaut est tellement important pour moi personnellement. C'est pas que le premier m'intéresse pas, mais je pense que le second Thibaut il donne tellement d'envergure au premier, il fait rayonner le premier tellement que c'est pouvoir mettre en place des politiques basées sur les données à un moment donné, arriver à des positions de décision avec toute ton expertise et puis tout ton militantisme et ta vision des choses. Je pense que c'est quelque chose qui serait super intéressant. Et pour une compagnie, et pour le Québec et pour le Canada, parce que tu peux intervenir de manière transversale à tous les niveaux. Donc, il ne devrait pas y avoir de barrière par rapport à tes aspirations. Et tu sais, on en parlait en préparant l'interview, mais c'est pas forcément évident pour des personnes immigrantes, racisées, de mettre sur leur CV ce genre d'implication-là. Ouais, Parce qu'on a toujours peur de se dire, oh, ça pourrait être la goutte de trop. ouais, En mode, oula, je veux pas d'un énervé dans mon entreprise, etc. Donc, c'est vrai que c'est plutôt par protection que ouais. j'ai fait ces deux sphères de Thibaut pour justement qu'il n'y ait pas forcément d'impact sur ma carrière parce qu'on a toujours peur en se disant, tu sais, ça peut être ça l'argument de dire, oh non, tu sais, moi je veux quelqu'un de calme là. Oui, oui, j'aime la diversité, mais s'il est énervé et qu'à chaque fois il crie au racisme, ça va m'énerver, là, ce que je comprends. Donc, donc c'est ça, mais c'était plutôt une construction, mais puis aujourd'hui j'ai 30 ans, je commence plutôt à être mature et j'ai repris confiance en moi. Et le Thibaut que tu as vu il y a 7 ans, qui était plein de rêves et tout, bah, peut-être que justement là, je suis capable de me dire, bah, ce que je rêvais il y a 7 ans, je vais plus être obligé de cloisonner, mais je pourrais incarner cette même personne en étant un expert, mais avec mes idées d'un monde plus juste, inclusif, anti-discrimination, dans lequel je pourrais mettre justement mon expertise à profit. Donc, c'est peut-être ça, là, et 5 prochaines années, essayer de concevoir ça, que ça soit dans mes différentes vies. Je te le souhaite vivement. Et puis moi, je te suis de très près. Moi, maintenant que je t'ai découvert, c'est fini là. Et pour ceux qui nous regardent, c'est la première fois qu'on se parle vraiment, Thibaut et moi.
on s'est écrit vite fait sur LinkedIn. On travaille pour la même compagnie, mais c'est vraiment quelqu'un que moi, j'ai ce truc-là, dès que moi, je dis, ah, ça, c'est de l'or. Ça, c'est un leader qu'il faut suivre et qu'il faut s'inspirer. Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent, que ce soit de le côté de militantisme ou professionnel dans le domaine des sciences? Je sais que tu as donné quelques exemples de professeurs en France avec qui tu as travaillé, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Trois personnes que tu peux citer comme ça pour te Ok. illustrer. C'est une bonne question là. Moi, des personnes qui m'inspirent, que ça soit dans le militant. Il y a une personne, je sais pas si tu la connais, c'est la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques de la ville de Montréal, qui s'appelle Boshra Manaï. Elle m'inspire. Elle a un peu des parcours un peu comme moi là. Elle vient je pense qu'elle vient de Tunisie. Mhm. Puis elle est migrée en France, comme tu disais, comme toi aussi, tu avais fait un peu ce parcours-là. Et Mhm. puis, elle a fait ses études en France, puis ensuite, elle est arrivée à Montréal et au fait, elle est bardée de diplômes, de master, de PhD, etc. Et elle a réussi, avec ce poste-là, à faire justement cette convergence d'un poste hyper prestigieux avec un besoin essentiel de diplôme et d'expertise, mais Mhm. aussi une connaissance fine du terrain militant et des enjeux antiracistes, etc., qui se passent sur le territoire montréalais. C'est Mhm. elle. Et donc c'est elle la nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal. Donc elle, ce serait une des personnes qui m'inspire. Ensuite, moi, et c'est pas du tout que je le connais personnellement, mais c'est Yoshua Benjo. C'est Oh, celui qui a implanté un peu, qui est à la tête de tout ce qui se passe et du fait que Montréal va devenir, on l'espère, un hub montréalais de la science de la donnée ou je de vais tout l'intelligence faire pour artificielle. l'avoir. Je vais tout faire pour l'avoir un jour dans mon podcast parce Ouais, que ben lui, c'est c'est vraiment là un acteur pertinent. Et plusieurs puis il fois a qu'on levé, parle de lui. ouais, puis il a levé le flag sur des enjeux, que ce soit les enjeux en immigration. Mhm. Au moment de la réforme du programme d'expérience québécoise, il avait dit, check, si vous faites ce programme-là sans exception ni rien, on ne pourra pas être ce qu'on veut être comme hub montréalais. Ben lui, c'est justement un immigrant, comme un deuxième. Et lui, il a fondé le MILA, etc. Donc, oui, c'est une pointure, c'est un chercheur, et qui prend position dans l'espace public, justement, que ça soit pour l'éthique de la gouvernance des données ou que ça soit justement dans les politiques d'attractivité du Québec et de la ville de Montréal. Donc là, c'est la deuxième personne. Et après, la troisième personne, c'est une de mes sœurs, c'est ma petite sœur, Ok. qui elle va devenir, est en train de est en train de rendre son mémoire pour être chercheuse en sociologie en France. Et justement, en tant qu'afrodescendante, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux Comment, d'annulation de notre comment elle voix s'appelle? lorsqu'on est. Elle Comment elle s'appelle Théoxane Camara. s'appelle? Et je pense que moi, je l'admire beaucoup là-dessus et parce que elle a cette rigueur de chercheur qui parfois, moi, je m'enflamme un peu en tant qu'activiste. Et elle est comme, mais c'est où les enjeux, c'est quoi les données, c'est quoi dont tu parles, etc. Et cette capacité de s'extraire un peu du terrain et de prendre le temps du recul et de l'analyse qui parfois me manque ou nous manque un peu à nous sur le terrain. Donc ça, c'est très inspirant. C'est ta Et petite soeur ou ta grande soeur? c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur, Wow, une ok, de mes petites ok. sœurs. Tu vois, comme Et tu disais, il n'y a pas d'âge, hein? non, 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 oui, Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'âge pour être leader. ouais. Et puis tous mes frères et sœurs me guident et m'animent, mais son exemple à elle, c'est que c'est ça, elle réussit dans un espace où je pense qu'en tant qu'afrodescendante, en France, ça va pas forcément être facile tous les jours de donner des leçons ou des analyses euh, sans qu'on nous dise, tu dis ça parce que tu es noir, tu dis ça parce que tes parents, ils sont immigrants, etc., etc. Donc ça, je lui souhaite beaucoup de courage et j'espère qu'elle va y arriver aussi. Écoute, ça. Donc, vraiment, Joshua, comment, Boshra Bouchra et et puis Teoxane. Tatsan. Ok, mais c'est la première fois un invité me donne le nom d'un membre de sa famille comme, comme inspiration. Je Ouais, mais trouve je ça pense qu'en cool. vrai, tous les gens, les membres de nos familles nous inspirent, mais je Ouais. voulais lui faire un petit big up aussi parce que
c'est dur là de starter une carrière de chercheur. Actuellement, tu sais, les chercheurs, c'est pas forcément les plus à la mode. Non, Surtout dans le milieu français, le milieu de la recherche est un peu basculé en ce moment par des accusations. Tu sais, on a parlé d'islamo-gauchisme et trucs comme ça. Donc, c'est ça. je pense que faut être bien solide en ce moment et donc je lui fais un petit big up. J'espère que ça ira bien pour elle. Ben, c'est cool, c'est cool. Ben, écoute, je pense que on va te laisser aller À ma vie de papa. à ton fils, à la vie à la réalité. On va quitter le virtuel. Mais comment tu as trouvé le podcast et c'est quoi, quels seraient ton mot de fin pour finir? Il y en aura d'autres, hein, c'est sûr. J'aurai le temps de t'aborder sur d'autres sujets plus tard. Mais pour ce premier que tu participes avec moi, comment tu l'as trouvé? Quel serait ton mot de fin? Merci beaucoup. Merci, Ekwe, d'offrir cet espace de parole. Et souvent, on a l'impression que c'est un moment dans notre histoire, mais on sait que les vidéos restent tout comme les écrits. Et je pense que c'est aussi des bons repères, que ce soit pour moi, mes propres questionnements, mais pour les questionnements d'autres personnes. Donc, c'est très pertinent d'ouvrir ces espaces de discussion, d'ouvrir ces espaces de découverte pour certains et certaines. Moi, je suis honoré que tu m'aies contacté et j'admire vraiment le travail que tu fais, que tu es en train de préparer. Je pense que tu vas être une des personnes aussi à suivre dans les prochaines années avec ton leadership qui progresse d'année en année, puis en plus les efforts que tu mets à construire le leader que tu veux être. Donc, moi, c'est tout un honneur d'être dans les premiers. Un jour, je dirais, ah, moi, j'étais là un jour quand Eko, il lançait sa chaîne et tout. Non, c'est tout un honneur. J'espère que j'ai blessé personne dans ce que j'ai dit. J'ai essayé d'être franc, juste, et de transmettre ma vérité de data scientist avec ce que je vis comme réalité au travail, ma vérité de militant avec anti-discrimination et pour justement construire un Montréal et un Québec plus ouvert, inclusif, qui tisse des ponts entre les différentes communautés et qui s'inspire justement les uns et des autres malgré nos différences et qui les transforme en force. Donc, merci de m'avoir donné une plateforme pour expliquer ces messages-là, pour montrer aussi. Ça, c'est quelque chose, un de mes premiers maîtres de stage. Mais j'avais toujours un questionnement, c'est comment être un bon leader. Et, euh, et, et au fait, on peut nous-mêmes avoir des choix, des comportements, des analyses qui inspirent notre monde autour de nous sans être Martin Luther King. Et ça, je pense que j'espère que durant cette conversation-là, j'aurais donné cette vision-là de dire, mais oui, moi j'ai une vie normale, 9 à 5, je travaille, etc. Et dans cette vie-là, j'essaye de faire des changements au quotidien, mais je suis pas non plus la plus grande star du militantisme, etc. Je fais mes petits trucs au quotidien. Et ça, je pense qu'on peut tous se dire, ben oui, moi en fait, je peux faire des changements quotidiens, je peux défendre une cause à laquelle je crois d'une façon simple. Mais si chacun peut faire ça, ben, j'espère que ça aura inspiré du monde pour se dire, ben oui, moi aussi, je suis capable. Check, lui, il le fait, il fait sa journée, puis dans sa journée, il essaie d'être inspirant, il guide des gens, il aide des gens, et puis etc. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais découvert étant plus jeune, que oui, nos choix veulent dire des choses, nos gestes veulent dire des choses, et donc on est imputable de nos choix et de nos gestes et de nos pensées, etc. Donc aussi bien dans les bonnes choses que dans les mauvaises choses. Donc, si on peut essayer de faire du bien et de faire ça positivement, ben, je pense clairement que ça peut avoir une influence sur notre quotidien et notre entourage. Oh, j'ai espoir. Tu disais qu'on a espoir quand on voit nos jeunes, Ouais, plus jeunes. Moi, je dis, tu es jeune, inspirant, mais encore de très, très jeunes, très, très inspirants qui arrivent. ouais. On parlait de brassage culturel, on parlait De métissage, ouais. de métissage, de créolisation, c'est ça que tu as trouvé Ouais, le mot? créolisation. Non, Créolisation ouais. de cette jeunesse-là qui arrive. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup Ouais, d'espoir. un mot de la fin, c'est ça. Moi quand je vois ces jeunes qui prennent la parole, parce que oui, moi je fais plus partie des jeunes, des très jeunes. Quand je vois ces jeunes qui prennent la parole, j'ai envie d'y participer à cette société. J'ai Ouais. envie d'être là pour voir, parce que c'est beau ce qui est en train de se construire et c'est beau, tu sais, ce rapprochement de tous nos différents pays par justement ces personnes qui émigrent, qui créent des ponts, qui tissent des liens, ce que toi tu es en train de faire justement avec la connexion avec l'Afrique. Je pense que c'est ça l'avenir. Et c'est un monde connecté qui sera connecté, oui, virtuellement, mais qu'aura des témoins, qu'aura des icônes de ces ponts et de ces liens qui se tissent comme toi tu peux l'être aujourd'hui.
Exact. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup. Pour tous ceux qui nous suivent sur le podcast et avaient envie de poser quelques questions à Thibaut, donc Thibaut est sur LinkedIn. Vous pouvez aller reach out, lui écrire, Avec plaisir. le chercher. Il est vraiment très actif sur Montréal, dans la communauté montréalaise. Aussi beaucoup, si vous voulez vous engager dans le militantisme ou vous voulez plus savoir juste sur le data scientist, je pense que c'est un leader qu'il faut suivre vraiment de très, très près. Et toi et moi, on reste en contact surtout. C'est ça qui est important, Thibaut. Ouais. Je te Il faut qu'on remercie. reste en contact, il faut qu'on crée ces espaces où les gens peuvent, où les personnes peuvent venir poser des questions. Donc, on pourrait même faire, je sais, puis là, on est en live et tout, mais on pourrait proposer des espèces de tables rondes où justement on prend les questions du public et puis on répond et nous, on est juste à disposition des gens, tu sais, dans genre, tu pourrais rassembler les différents panels que tu as eus sur une discussion d'1 heure et au fait, on pourrait être en live et prendre les questions des personnes au passage et essayer de donner des réponses, des clés. On est des outils pour les personnes aussi, donc qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, à nous utiliser si on peut faire, si on peut rendre service au Et quotidien. Je pense que ça sera cool. tu as lu dans mes pensées parce que je voulais faire quelque chose comme ça. Tu sais ce que j'ai beaucoup aimé la dernière fois quand je t'ai écrit, tu as dit, Écoute, n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. J'ai trop aimé cette phrase parce que je me suis dit, waouh, il pense déjà à ça, quoi. Il pense déjà à moi. Écoute, n'hésite pas à demander de l'aide. Donc, très gros merci vraiment pour ces idées-là. Et on va rester en contact. Le panel, on va le faire et puis on se mettra à jour par rapport à ça, toi et moi. Ça marche. Ouais. Et puis, bien de choses à toute ta famille, à ton petit garçon et à ta chère tante épouse. Et puis, tu prends soin de toi, mon cher. Très, très bon dimanche. Ouais, prenez soin de vous, hein, c'est important en ce moment. Akpe kaka. Akpe kaka. Ok, ciao, ciao, mon cher. Ciao. Ouais, bye.